Bienvenue à ce moment de débat et de confrontation d'idées ici au Forum social de la Fête de l'Humanité. Merci d'être avec nous pour cette rencontre essentielle autour d'un enjeu qui nous concerne toutes et tous au quotidien, l'avenir énergétique. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui est volontairement provocateur. Et si tout partait de la facture? Tout le monde la reçoit, tout le monde la paye, mais qui la comprend vraiment? Parlons ensemble de la facture d'électricité et de gaz, sa composition, ses hausses, ses enjeux et les choix politiques qui la déterminent. Car derrière le chiffre qui s'affiche en bas à droite de votre facture, derrière la hausse des prix, les taxes, les options tarifaires et les lignes souvent incompréhensibles se cache une réalité brûlante, celle d'un modèle énergétique en crise. Une crise qui interroge notre souveraineté, notre rapport au service public, à la transition écologique, à l'égalité d'accès, à l'énergie et bien sûr à la justice sociale. Alors que la facture explose pour des millions de foyers, que l'on compte près de 13 millions de Français en situation de précarité énergétique, que l'État modifie la fiscalité, que le marché dérégulé démontre ses limites, une question s'impose. L'énergie est-elle encore un droit ou est-elle devenue un luxe ? Pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir 4 personnalités engagées aux responsabilités et au parcours complémentaires. Alors 3 évidemment, mais je vais vous expliquer pourquoi le 4e n'est pas là. Fabrice Coudour, donc le secrétaire général de la Fédération Minergie, pour porter la voix à la fois des travailleurs et des travailleuses de l'énergie et celle du service public. Je précise également que la Fédération Minénergie de la CGT est à l'initiative de ce débat. Marc Ferracci devait être présent avec nous, ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Il était programmé pour ce débat, mais Bayrou a joué le fusible de Macron. Depuis, on attend la nomination de la ou du prochain ministre de l'Énergie. Pour le moment, on est dans l'expectative. On a avec nous donc Fabien Gay, qui est sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis, qui est un fin connaisseur des enjeux sociaux et défendeur d'un modèle solidaire. Et bien sûr Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie, garante de l'équilibre du système et des règles du marché. Merci à vous 3 donc de participer à ce débat. Ce débat durera 1 heure, 1h15, on va voir selon les interventions. Il s'organisera en 2 temps. Nous proposons d'abord de parler des constats, puis ensuite, dans un deuxième temps, nous aborderons les choix politiques et les alternatives possibles. Mais d'abord, je vous propose de commencer par une question simple mais fondamentale. Qu'est-ce que la facture énergétique nous dit aujourd'hui de l'état de notre système? Avant de laisser la parole pour répondre à cette vaste question, il me semble important d'expliquer quelques éléments clés qui composent la facture d'électricité et celle de gaz. Tout d'abord, nous devons bien comprendre que le secteur énergétique, notamment celui du gaz et celui de l'électricité, ont fondamentalement changé depuis le début de ce siècle, c'est-à-dire il y a 25 ans. Les 2 secteurs sont totalement libéralisés. La concurrence s'exerce et les échanges de mégawatts se font sur des marchés. Certains dits à terme, d'autres de détail et encore d'autres à coût marginal. Aujourd'hui, ces 2 secteurs sont organisés en parties distinctes. Pour l'électricité, on retrouve la production, le transport, la distribution et la fourniture. Pour le gaz, l'approvisionnement, le transport, le stockage, la distribution et la fourniture. Les 2 secteurs sont encadrés par un système de régulation et de contrôle dont les garants sont la CRE, qui est une autorité indépendante. Elle surveille les marchés, fixe les tarifs d'acheminement, qu'on appelle le TURP, on pourra y revenir, valide le tarif de régulation, le TRV, en électricité, et pour le gaz, maintenant, un tarif de référence, car le TRV en gaz a été supprimé en 2023. La CRE veille à l'équilibre économique du secteur. Il y a donc l'État et le ministère de l'Énergie qui détermine la politique énergétique nationale, qui fixe les obligations de service public, fixe les grandes orientations et la politique énergétique. Puis enfin, la Commission européenne qui impulse l'ouverture à la concurrence et encadre les règles du marché intérieur. Je sais ce que vous vous dites. Tout ça est bien complexe, surtout pour un samedi à la fête de l'UMA. Je suis bien d'accord avec vous et je me permets donc de vous rappeler, sans aucune nostalgie du passé, qu'avant l'élaboration de tout ce système bien complexe, il existait tout simplement EDF et GDF.
Alors abordons maintenant la facture. Vous l'aurez compris, pour financer tout ce système bien complexe, il faut collecter des contributions et des taxes. Parce qu'on aime bien les taxes en France. Ainsi, votre facture se compose en 3 grandes parties distinctes. Il y a une partie fixe, c'est votre abonnement. Une partie variable, c'est la fourniture donc, qui joue sur les marchés. Et puis enfin, la 3e partie, qui sont les taxes. Dans le détail, l'acheminement en électricité et en gaz, c'est environ 30% de votre facture. La fourniture en électricité, c'est environ 30% de votre facture en gaz et environ 30% sur l'électricité et environ 35% sur la partie du gaz. Les taxes et les contributions, qui est la 3e composante, en électricité, c'est environ 40% et sur le montant de votre facture en gaz, c'est environ 35%. On retrouve l'accise énergie, on pourra y revenir aussi, la contribution tarifaire d'acheminement et bien sûr la TVA qui s'applique, elle, sur l'abonnement, sur les consommations et aussi sur les contributions. Ouais, comme il n'y en a pas assez, on en rajoute à chaque fois de la TVA. Voilà une présentation assez succincte de ce que vous payez sur votre facture. Ça paraît complexe, mais je vous assure qu'en fait, c'est vraiment complexe. C'est vraiment très, très, très complexe. En préparant ce débat, j'ai même tenté de prendre une facture, de la décortiquer, de retrouver tous les montants, mais cela s'avère vraiment très difficile, voire quasiment impossible, tellement c'est complexe. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de sites internet spécialisés dans le domaine indiquent. Le calcul manuel d'une facture est pratiquement impossible. Le plus simple est d'avoir un recours à un logiciel qui utilise des formules incluant des paramètres. Quand on en arrive là, c'est qu'on a complexifié un système pour le rendre incompréhensible. Mais cela n'empêche absolument pas de comprendre les mécanismes et les enjeux politiques liés à la facture. Cela s'avère même absolument nécessaire pour avoir la capacité de participer aux décisions en tant que citoyen usager du service public de l'énergie. On va démarrer ce débat avec 2 questions assez transverses. Selon vous, qu'est-ce qui pèse le plus aujourd'hui dans la facture des ménages ? Le prix de l'énergie lui-même, les taxes ou l'organisation du marché? Est-ce que la facture nous dit, qu'est-ce que la facture nous dit aujourd'hui de l'état de notre système énergétique? Alors on va commencer avec toi, Fabrice Coudour. Tu vas prendre la parole et tu vas essayer de tenter de nous expliquer un petit peu ce système complexe. On t'écoute. Merci d'accueillir Fabrice qui va intervenir pour la première fois. Alors bonjour à tous, merci d'être présents pour ce débat. Avant de répondre, j'aimerais quand même dire qu'on s'est posé des questions quand on a programmé ce débat à la Fête de l'Humanité. On s'est dit, c'est quoi la porte d'entrée? Et parce qu'on est tous, vous êtes toutes et tous des usagers de l'électricité et du gaz, on s'est dit que la facture, c'était quand même la partie visible et que c'était quand même la partie qu'il fallait qu'on décortique tous ensemble, en tout cas qu'on essaye de décortiquer. On l'a subi, cette facture. On subit un système mafieux incroyable depuis des années. En tout cas, c'est comme ça que nous on le qualifie à la FNME CGT. Mais avant de rentrer vraiment dans le détail de où on en est et qu'est-ce que représente la facture aujourd'hui, moi je voudrais qu'on salue chaleureusement les électriciens et gaziers qui sont en lutte depuis le 2 septembre. Une lutte exemplaire. C'est les premiers défenseurs du service public de l'électricité et du gaz. Et ils sont en lutte pour leur salaire, mais ils sont en lutte aussi pour la baisse des factures. Et j'aimerais qu'on les salue vraiment chaleureusement. Pour nous, la baisse de la facture, c'est la porte d'entrée du changement. Pourquoi ? Parce que ça fait 25 ans qu'on est dans un système malade, qu'on est malade. On connaît la pathologie et on ferme les yeux. Cette maladie, elle vient pour nous en tout cas d'un cancer hémorragique qu'est le marché. Et le remède, il est assez simple, c'est le courage politique. Bon, malheureusement, depuis 25 ans, on n'en a pas trop sur ce champ-là. Et la facture, c'est le bilan d'analyse. Et comme tout bon bilan d'analyse, c'est incompréhensible. Et on a besoin de clarifier. Alors que ça pourrait être simple, simple comme une baguette de pain. Alors, une baguette de pain, c'est simple, c'est les matières premières. Excuse-moi Fabien, mais la baguette de pain, c'est pas pour faire référence au gâteau au chocolat que tu utilises fréquemment. La baguette de pain, c'est les matières premières, la farine, l'eau, le levain,
les emprunts du boulanger, la facture énergétique bien trop élevée pour les artisans et les boulangers, et puis le salaire du boulanger. Et on n'a pas besoin d'une bourse de la baguette de pain pour faire rentrer des fournisseurs alternatifs qui viendraient rajouter un coût sur la baguette et qui, au travers des coûts de cette bourse, de cette coût de marché, ferait amplifier le coût de la baguette de pain. Et bien l'énergie, c'est pareil. Ça devrait être aussi simple qu'une baguette de pain. Et on a besoin de faire la transparence. Parce que je vous le dis clairement, si vous compreniez vraiment à quoi correspond la facture, vous verriez qu'elle est injuste et vous verriez qu'elle est trop chère. Et donc on a besoin de changer les choses. Et vous, Madame Wargon, vous représentez la commission de régulation de l'énergie. Et pour nous, cette commission, alors qu'elle devrait agir dans l'intérêt des usagers, elle cautionne et elle organise depuis des années ce mécanisme complexe qu'est le marché et fait grimper les factures. On devrait aller vers une sécurité de la facture et un abaissement de la facture pour tous les usagers. Pour les 25 ans de la Creux, vous vous tapiez dans le dos avec pas mal de monde pour dire qu'on avait réussi cette libéralisation du marché. Mais en fait, qui paye au bout du compte? Qui paye? Eh bien, c'est les usagers. Quand le marché est haut, on vous augmente vos factures. Quand le marché est bas, on augmente les taxes parce qu'il faut justifier certaines choses, justifier les hausses. Donc au bout du bout, le bilan, c'est l'augmentation de la facture et c'est des usagers qui payent. Et je passe aussi les conditions de travail des salariés qui deviennent un curseur pour faire baisser aussi soi-disant la facture. C'est aussi des milliards et des milliards depuis 25 ans de dividendes, plus de 83 milliards de dividendes qui sont dilapidés et qui font que ces dividendes ne sont pas réinjectés dans le marché, dans le système énergétique. Alors qu'on est en train de se poser la question de comment financer le nouveau nucléaire, comment financer les réseaux, ceux qui ont dilapidé ces milliards, il va falloir aller chercher dans leur poche. Excusez-moi. Bref, vous l'avez compris, cette facture, c'est vraiment la porte d'entrée. Et nous, on attend des réponses des politiques, on attend des réponses du gouvernement, évidemment, mais aussi on attend une sécurité posée par la Creux, qu'on revienne aux fondamentaux. Alors après, rassurez-vous, dans notre modèle, on voit évidemment des renationalisations, on voit évidemment des comités d'utilisateurs qui permettraient de contrôler le cadre public de ce marché, le cadre public du système énergétique. Si vous avez peur au niveau de la commission de régulation de perdre les emplois ou de perdre un sens à la commission de régulation, la CGT, elle défend tous les emplois, donc on trouvera un rôle à tout le monde, rassurez-vous, Madame Wargon. Donc nous, le bilan, évidemment, il est bien négatif. C'est un système malade et pour se convaincre et pour avancer, la baisse de la facture, c'est vraiment la porte d'entrée et on continuera à le porter coûte que coûte. Merci. Merci Fabrice. Je vais vous passer la parole, Madame Wargon, mais c'est vrai que Fabrice a indiqué que le marché, c'est un système mafieux. J'irai pas jusqu'à faire un parallèle en disant que vous êtes le Pablo Escobar du marché de l'énergie. Mais en tout cas, je vais vous passer la parole parce que, pareil, dans la même introduction, est-ce que pour vous, le prix de qu'est-ce qui pèse le plus dans la facture? Est-ce que c'est le prix de l'énergie lui-même, les taxes ou cette organisation du marché? Je sais que vous allez aussi nous donner un certain nombre d'éléments pédagogiques pour aussi essayer de comprendre notre facture. Je vous laisse la parole, vous pouvez applaudir Madame Wargon. Merci. Merci de l'invitation et je pense que c'est important de débattre de la facture. Après, dans votre comparaison sur la mafia, moi je me verrais plutôt côté juge Falcon, vous voyez, le régulateur, le gendarme, le juge, plus que le trafiquant, parce que par ailleurs on ne gère absolument rien, on veut dire on n'est pas opérateur. Il y a un point qui je pense, sur lequel on est tous d'accord, c'est l'importance de la facture. L'importance de la transparence, de la compréhension, le fait que ces factures ont monté, le fait qu'on est tous consommateurs d'électricité, donc le prix de l'électricité, c'est important. Et c'est vrai que les factures ont monté. Elles ont monté, on a fait le calcul sur le tarif réglementé, que le tarif qu'on fixe, nous, à partir des coûts de revient.
elles ont monté de 45% en 10 ans, inflation compris, de 2015 à 2025. Et il y a eu à peu près 25% d'inflation. Donc oui, c'est vrai, la facture d'électricité a monté. Et oui, c'est vrai, c'est très compliqué de comprendre le système. Maintenant, si je repars de ce que vous avez dit, il y a 3 paquets qui sont très très différents. D'abord, une facture d'électricité, c'est un tiers de taxes. Taxes, assises, contributions en tout genre. Donc ça, c'est un choix gouvernement-parlement. Donc c'est le vote du budget, les éventuelles motions de censure, les positions des parlementaires. Les taxes, la manière dont elles sont définies ou elles sont posées, qu'est-ce qu'on taxe? Est-ce qu'on taxe plus ou moins l'électricité? Est-ce qu'on taxe autre chose? Débats fiscaux, ça manque pas en France. C'est pas un sujet système énergétique. C'est un sujet public, grand choix politique. C'est extrêmement politique, c'est des choix qui engagent. Donc il y a un tiers de la facture qui n'a rien à voir avec le système. Le deuxième tiers, ce sont les réseaux, et ça, au titre de la Commission de régulation de l'énergie, j'en suis responsable. Les tarifs de réseau, ils sont fixés par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Les réseaux, ils sont en monopole. Ils n'ont pas été libéralisés. Il y a un seul réseau de transport d'électricité, c'est RTE, qui est une filiale d'EDF. Il y a un réseau très majoritaire de distribution d'électricité, Enedis, et quand ce n'est pas Enedis, ce sont des entreprises locales de distribution qui en gros sont des entreprises publiques. Et en gaz, c'est pareil, on a Natran, l'ex-GRDF, GRT, voilà, et on a GRDF, excusez-moi. Et puis on a dans le sud-ouest une entreprise qui s'appelle Terega. Mais donc les réseaux, c'est des monopoles. Et ce que nous faisons à la Commission de régulation de l'énergie, c'est fixer leur trajectoire de dépenses, que ce soit les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Et notre rôle, c'est de leur donner les moyens de rémunérer correctement leur personnel, les moyens de faire la maintenance, la sécurité, toutes les opérations courantes, et les moyens d'investir. On a des discussions longues et approfondies, et ça mène une fois de temps en temps à des augmentations de tarifs de réseau. Donc c'est pas très agréable, parce qu'une fois par an, on ajuste les tarifs de réseau et ils montent parce qu'on a besoin d'investir, parce qu'on a besoin de continuer à financer ces réseaux. Mais en gros, c'est nos investissements dans nos infrastructures de demain. La dernière chose qu'on veut, c'est d'avoir des réseaux qui se détériorent tellement qu'on n'est plus capable d'acheminer l'électricité ou le gaz dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est un système qui est complètement régulé et pas du tout concurrentiel. Et puis, il reste un tiers qui est le prix de l'électricité ou du gaz, donc l'électron ou la molécule. Et moi, je veux bien reprendre l'exemple de la baguette, parce qu'en fait, oui, c'est un peu le même sujet. Ça coûte forcément à produire, c'est-à-dire ça ne se produit pas gratuitement. Donc, il y a des coûts de production. Pour produire de l'électricité, il y a un coût chez EDF pour l'électricité nucléaire d'aujourd'hui, il y aura un coût pour l'électricité nucléaire de demain, il y a un coût pour l'hydroélectricité, il y a un coût pour les centrales à gaz, il y a un coût pour les énergies renouvelables. Et le prix de marché, quand le marché fonctionne, il a vocation à se situer à peu près à ce coût moyen. Alors, ça marchait bien avant la crise, puisque les prix de marché d'électricité avant crise n'étaient pas très loin ni du prix historique qui avait été défini pour EDF pour le nucléaire, qui était 42 € du mégawattheure, ni du reste. Pendant la crise, tout est devenu dingue. Tout est devenu dingue parce qu'en même temps qu'on perdait l'approvisionnement en gaz russe, on perdait un quart de la production nucléaire chez EDF à cause de la corrosion sous contrainte. Et donc, en même temps, on a eu un choc majeur avec pas assez de production d'électricité. Et là, effectivement, pour aller chercher l'électricité complémentaire dont on avait besoin, parce qu'on s'est mis à importer, on l'a importé d'ailleurs, et on l'a importé à partir de moyens de production qui se sont mis à vendre cher. Ça a été assez largement compensé par les boucliers. La France a quand même investi à peu près 20 milliards d'euros pour protéger les consommateurs, en particulier les ménages. Mais malgré tout, ça a fait monter les prix. Et là, maintenant, on revient progressivement à une période plutôt normale. Et le prix de marché, il est aujourd'hui à 60 € du mégawattheure. Je suis désolée de vous donner des chiffres, mais je pense qu'il faut qu'on rentre dans la réalité. Et ces 60 €, c'est pas très loin du coût de production revu chez EDF pour le nucléaire. C'est moins cher que les contrats qu'on donne aux énergies renouvelables pour les permettre d'investir dans le temps.
Et donc c'est en fait assez proche de la réalité du coût. Donc on vous dit une baguette, eh ben, il faut de la farine, il faut de l'eau, il faut de la levure, et après il faut payer les salariés. Ben, la partie électricité de la facture, c'est ça. Il faut des centrales nucléaires, il y a des amortissements, il y a évidemment de la matière première qui arrive, il y a tous les salaires. Et à partir de là, ça donne un coût de production. Donc la facture d'électricité aujourd'hui, elle reflète assez bien les coûts de production. Là où je pense qu'il peut vraiment y avoir débat, et on sera très probablement pas d'accord, et donc c'est bien qu'il y ait débat, c'est comment on fait pour éviter les chocs et éviter que la facture, elle fasse beaucoup de yo-yo, parce que ça, c'est insupportable. Les gens, nous, on a tous des revenus, il faut boucler les fins de mois. La facture, elle ne peut pas faire plus 15, moins 10, plus 30, moins 35. C'est pas possible, c'est trop compliqué. Et donc ça, je pense qu'effectivement, il y a probablement encore un travail sur les mécanismes pour stabiliser la facture. Mais en tout cas, je ne partage pas votre point de vue, qui est que le prix de l'électricité tel qu'il est vendu, l'électricité elle-même ou le gaz d'ailleurs, est déconnecté de la réalité du prix pour le produire et l'acheminer. C'est en fait assez... Ça reprend assez bien aujourd'hui, dans les fondamentaux, des coûts de production réels, de l'outil de production et de l'outil industriel auquel on est tous attachés. Merci. Alors, ouais, merci, vous pouvez l'applaudir. Ça me laisse le temps de reprendre ma feuille comme ça. Alors effectivement, bon maintenant je pense que tout le monde a à peu près compris que sur la facture se divise en trois catégories. Le monde ne se divise pas en deux, mais là en trois, la facture. Donc en fait, vous avez donc la part fixe, comme on le disait, la part du marché et puis la part des taxes. Évidemment, c'est celle sur le marché et celle sur les taxes, puisque le reste, c'est évidemment le fonctionnement du service public, ce qu'il en reste. Donc évidemment, on va maintenant aller plus dans le débat sur la question du marché et sur celle des taxes. Et je vais laisser la parole à Fabien qui, je le voyais pendant que vous intervenez, Madame Wargon, hochait la tête. Et je pense qu'il a quelques arguments à apporter dans le débat. On peut applaudir Fabien pour son intervention. Merci. Bon, bonjour à toutes et tous. D'abord, merci à la CGT de son invitation. Et je remercie Madame la Présidente de venir débattre à nouveau à la Fête de l'Humanité. Vous allez, au bout de 2 fois, vous devenez une habituée. Donc, vous êtes toujours la bienvenue. Et évidemment, comme chacune et chacun, je regrette que le ministre, mais on le comprend puisqu'il est démissionnaire et ne peut pas prendre la parole, mais on aura l'occasion avec le prochain ou la prochaine ministre de continuer ce débat. Vous, évidemment, dans la lutte sociale, et puis moi, avec d'autres, évidemment, au Parlement. Moi, je crois que la question centrale qu'il faut commencer à se poser, c'est est-ce que l'énergie doit être reconnue comme un bien commun et accessible à chacune et chacun, ou est-ce que nous considérons que c'est un produit qui peut être dans le secteur marchand? Et de fait, s'il est dans le secteur marchand, il y a des gens qui peuvent en être exclus parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder à ce produit marchand. Et je vais reprendre une des réflexions du président de la République, Emmanuel Macron, qui au moment de la crise Covid, lors du premier confinement, lorsqu'on nous faisait applaudir chaque soir le personnel soignant, malgré cela, ils ont eu les applaudissements, mais ils n'ont pas eu la reconnaissance après la crise Covid, ou pas à la hauteur en tout cas de leur engagement au quotidien. Il a dit, dans son premier discours, rappelez-vous bien, il y a des secteurs qu'il faudra, des biens et des services, qu'il faudra sortir du secteur marchand. Le problème, c'est que ce discours n'est pas suivi d'actes. Et moi, la première des questions, c'est que, tu l'as dit, 13 millions de nos concitoyens et concitoyennes, c'est-à-dire quasi, on dit 13, 15, 18%, parce que depuis la crise Covid, des gens qui étaient dans la précarité sont tombés dans la pauvreté, et on voit qu'un certain nombre de nos concitoyens et concitoyennes n'arrivent plus à payer leurs factures, ou sont obligés eux-mêmes de se réduire, ou il arrive qu'en dehors des trêves hivernales, on coupe l'énergie ou qu'on la réduise. Mais lorsqu'on vous réduit l'énergie à 1 kW, nous avouerons les uns et les autres dans notre diversité que ce n'est pas grand-chose et que ce n'est pas en tout cas suffisant
pour pouvoir vivre dignement. La deuxième question qui nous est posée, dont ici nous aurons beaucoup de débats, la réindustrialisation du pays ou l'industrialisation. Il y a beaucoup de points avec lesquels nous pouvons débattre, échanger, être en désaccord avec une grande partie du patronat et du capital. Mais il y en a une sur laquelle on se retrouve. C'est que l'énergie, jusqu'il y a encore pas longtemps, était un des éléments de notre compétitivité. Nous avions l'énergie la moins chère et la plus décarbonée qui soit. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Lorsque, par exemple, le patron de Safran, qui n'est pas de ma sensibilité politique, tout le monde l'aura compris, mais dit, lorsqu'on doit faire un investissement, je regarde notamment, non pas la question sociale et les salaires, comme parfois on nous le rabâche. La première des questions, c'est l'énergie. Et aujourd'hui, la France, elle est reléguée au second plan, y compris par exemple face au Canada, qui a une énergie extrêmement décarbonée avec l'hydroélectricité, et une énergie bien moins chère qu'aujourd'hui la nôtre. Donc, lorsqu'on fait ce constat, pour ma part et pour la part du groupe communiste, du parti, de nos deux groupes parlementaires, nous considérons que l'énergie doit être reconnue comme un bien commun, donc elle doit être sortie du secteur marchand. C'est ça la question fondamentale. Et donc, comme on se connaît avec Madame la Présidente, qu'on a souvent eu l'occasion d'échanger, de débattre au Parlement ou à la fête de l'humanité, nous considérons, nous avons d'ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens il y a plusieurs semaines et plusieurs mois, c'est la question de la renationalisation de tout le secteur énergétique, aux côtés d'EDF, Total Energy et Engie. Mais je vais vous dire quelque chose. Je pense que nous sommes majoritaires dans le pays sur cette idée. Et quoi qu'il arrive, ce que j'ai dit plusieurs fois au Sénat, parce que lorsqu'on a proposé ça, je dois vous avouer que la droite sénatoriale a un peu ricané ou a été horrifiée. Mais de toute façon, face aux crises que nous avons traversées, que vous avez rappelées tous les trois, chacun avec ses différences, nous allons y revenir. Cette idée, elle va s'imposer. La deuxième chose que je veux dire, il est quand même insupportable. Et là, vous avez une des questions. Et je sais que sur ça, et je l'ai d'ailleurs dit une fois publiquement, nous pouvons trouver des points d'accord avec vous. Ce qui n'était pas le cas avec votre prédécesseur. Je le dis aussi de façon assez honnête. Il est insupportable que dans un secteur comme le secteur énergétique, il y ait des gens qui fassent de l'argent sans rien produire. Ça n'existe dans aucun autre secteur. Aucun. Ça n'existe pas. Celui qui vend des voitures, il les fabrique. Après, il y a des concessionnaires, évidemment. Mais celui qui vend des voitures, il les fabrique. Celui qui vend n'importe quel bien ou service, il le fabrique. Eh bien, on a créé un système, des choix politiques. Je vous rejoins sur ça. On crée un système complètement fou, où nous allons passer d'un monopole avec des entreprises publiques qui a fonctionné, et qui permettait, même avec des difficultés, avec le tarif réglementé, avec évidemment le fait de pouvoir, avec la péréquation tarifaire, que chacune et chacun ait accès à une énergie peu chère, même si, bien sûr, du temps d'EDF et GDF, il y avait déjà des gens qui avaient des difficultés à payer leurs factures, mais on ne leur coupait pas comme ça, et il y avait aussi de la solidarité. Les capitalistes, les libéraux de tout poil, ont créé un système qui leur a échappé. Il y a 15 ans, je ne veux pas revenir sur ça, on a dit qu'on n'allait pas le faire. On a créé tout un système qui, pour dépouiller les entreprises historiques et permettre donc à ce qu'on a appelé des acteurs alternatifs de pouvoir, en inventant un nouveau terme, fournisseur, moi j'appelle ça facturateur, puisque ça ne veut strictement rien dire,
je vais en finir, tu vas me couper. Tu veux? Bah, nous, on sait ce qu'on sait faire dans l'énergie, on sait couper, alors. On va te mettre en sobriété. J'arrive, je finis sur ça. Même Gérard Larcher n'arrive pas à me couper, donc c'est pas toi qui vas y arriver. Ouais, je mange pas autant que lui. Hein. C'est vrai. Non mais, juste je finis sur ça. Donc, maintenant on est à près de 90, je crois, acteurs alternatifs, entre 85 et 90, vous me corrigerez, Madame la Présidente, qui donc ne fabriquent rien, se payent sur le dos de la bête, et vous revendent une énergie qui, de fait, est plus chère, puisqu'il faut qu'ils fassent leur marge. C'est ça. Donc je finis, on va avoir l'occasion d'échanger. Moi, je pense, mais je sais que sur ça, on peut se rejoindre. Donc ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je pense qu'il faut faire le ménage. Il faut dire, s'il y a des acteurs alternatifs dans un premier temps, avant d'en venir à la nationalisation, s'il y a des acteurs alternatifs, il faut, à minima, qu'ils produisent. Ceux qui sont des requins, qui ne produisent rien et qui s'engraissent sur votre dos, il faut qu'ils soient bannis de ce système. Voilà ce que nous devons commencer. Merci Fabien pour cette courte intervention. Alors, évidemment, sur la partie des taxes, on souhaitait que le ministre soit présent et on lui aurait posé plein de questions sur les choix politiques qui ont été faits. Vous avez compris que s'ils ont augmenté cet été la taxe de 5,5 sur l'abonnement à 20%, c'était également pour prendre un peu d'argent pour alimenter le budget, puisqu'il fallait chercher 44 milliards d'euros. Et donc, on a bien compris qu'ils allaient chercher cet argent sous cette TVA. Mais Madame Wargon, vous avez dit effectivement que la commission de régulation de l'énergie était assez neutre sur la partie des taxes, puisque vous êtes sur la partie du marché, mais quand même, est-ce que vous pouvez donner des éléments sur l'organisation européenne du marché et des taxes, parce qu'il y a des règles qui sont fixées. La Commission européenne, notamment, vous allez apporter votre point de vue et quelques éléments de compréhension, dit au niveau européen, les États peuvent mettre jusqu'à 5,5%, pas en dessous. C'est après le choix de l'ensemble des États de fixer plus haut la TVA. Donc on est bien sur un choix réel de l'État français et pas de la Commission européenne. Juste des compléments d'éléments et puis éventuellement votre point de vue. Alors, je voudrais rebondir sur un des points qu'a fait Fabien Gay sur l'importance d'avoir une électricité pas chère, à la fois pour les ménages et les personnes qui sont en situation de précarité et pour les entreprises. Alors moi, je partage ça. Sur la précarité énergétique, on a beaucoup de ménages qui sont en situation de précarité. Il y a pas mal de choses qui ont été tentées, qui n'ont pas toutes marché. Avant, il y avait des tarifs sociaux de l'énergie qui ne marchaient pas très bien parce qu'on n'arrivait pas forcément bien à identifier les personnes qui puissent les demander. Ça a été transformé en chèque énergie. Il y a eu une période où le chèque énergie a vraiment réussi à toucher son public et j'ai l'impression que depuis un an, c'est plus difficile. Et c'est sûr qu'il faut faire quelque chose pour nos concitoyens les plus modestes qui ont du mal et pour lesquels c'est essentiel. Et les engagements de ne pas couper mais de réduire la puissance, c'est pas extraordinaire de réduire la puissance, mais ça évite au moins de couper complètement, donc ça va quand même plutôt dans le bon sens. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet spécifique, mais après quand on parle de précarité énergétique, on arrive dans autre chose c'est souvent des passoires énergétiques, parce que la précarité énergétique, c'est souvent parce que les logements sont des passoires. Et donc, à quelle vitesse on arrive à rénover ces passoires? À quelle vitesse on arrive à se débarrasser des logements les plus énergivores, ceux qui consomment le plus d'énergie? Et en plus, ces logements qui consomment de l'énergie, on n'y est pas bien pour autant, parce que non seulement vous payez 3 fois la facture normale, mais en plus, vous avez quand même extrêmement froid, parce qu'en gros, vous chauffez l'extérieur. Et donc ça, c'est les décisions qui ont été prises sur le diagnostic de performance, sur l'interdiction à la location des passoires thermiques. Moi, j'ai créé MaPrimeRénov', puisque pour aggraver mon cas, avant d'être à la Commission de régulation de l'énergie, j'étais ministre en charge du logement. J'ai créé MaPrimeRénov', qui a beaucoup changé depuis, mais qui était vraiment très axé sur la rénovation, en particulier pour les plus modestes. Et donc c'est toute cette politique qu'il faut porter. Et pour les entreprises, oui, c'est un élément très important de la compétitivité. Là-dessus, je voudrais dire qu'on a l'électricité la moins chère d'Europe.
à part la Scandinavie ou dans le nord de la Suède et Finlande, il y a de l'hydroélectricité pas chère. Mais Europe continentale, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, on est à peu près au même niveau que l'Espagne. Et pour tout le reste, Europe centrale, Pologne, on a une électricité moins chère. En revanche, on a une électricité plus chère qu'aux États-Unis. J'avoue, je ne connais pas bien les chiffres du Canada. Les États-Unis, c'est pour 2 raisons. Il y a beaucoup de gaz de schiste. Donc, il y a beaucoup d'électricité à partir du gaz. Et après, il y a aussi beaucoup d'énergie renouvelable. Mais c'est dans des énormes champs de panneaux solaires qui font des kilomètres carrés. Ce n'est pas du tout le modèle européen. Donc, on a quand même encore aujourd'hui un avantage comparatif. Je voudrais arriver au sujet du marché, parce que c'est le cœur du sujet. Bon, sur la production, elle est possible pour tous les acteurs qui le souhaitent. EDF, aujourd'hui, doit avoir à peu près un truc du genre 75 à 80% de la production d'électricité sur sol français. Je ne sais pas si vous avez le chiffre, mais en tout cas, c'est l'ordre de grandeur. Donc EDF est hyper majoritaire sur la production. Il y a quand même d'autres producteurs, des grandes entreprises, comme Total qui a été cité, mais aussi des petites. On a des coopératives, on a un peu de tout. Et là, cette production, elle est soutenue pour tout le monde quand c'est de la production renouvelable, avec des tarifs des prix qui sont fixés par l'État, qui sont financés sur le budget de l'État. Et plus on a de producteurs, d'une certaine manière, mieux on se porte, parce qu'on a besoin d'avoir des investissements pour plus de production d'électricité décarbonée. Alors on pourrait dire EDF fait tous les investissements, à part qu'EDF doit aussi porter les investissements dans le nouveau nucléaire, et ça c'est le seul acteur qui a vocation à le faire, et dire que les investissements dans le reste des renouvelables, ils peuvent être portés par d'autres. Moi, je serais probablement minoritaire ici aujourd'hui, mais je l'assume, ça ne me choque pas. Après, il y a la question de la fourniture, et je pense que c'est là la clé du débat. Est-ce que c'est bien qu'il puisse y avoir des acteurs qui vont acheter de l'électricité sur le marché pour la revendre aux particuliers, aux entreprises ? La concurrence, ça a marché dans d'autres secteurs. Vous prenez la téléphonie, ça a quand même plutôt marché. C'est un secteur, malgré tout, ok, c'est un secteur dans lequel la concurrence a plutôt fait baisser les prix. En électricité, la concurrence n'a pas beaucoup fait baisser les prix. Ça, je vous l'accorde. Je veux bien le redire. En électricité, la concurrence a peu fait baisser les prix. Les fournisseurs alternatifs, ils sont, selon les moments, 5 à 10% en dessous des tarifs réglementés. C'est en dessous. Certains d'entre vous pourraient dire 5 à 10%, c'est pas négligeable. En tout cas, quand on a 5 à 10% de hausse, en général, c'est pas négligeable. Donc 5 à 10% en dessous, c'est pas négligeable, mais c'est pas 50%. Ce que la concurrence a apporté, c'est un peu d'innovation. Innovation sur les modèles, sur des contrats d'énergie verte, sur des tarifs différents, semaine, week-end, etc. Elle n'a pas énormément prouvé qu'elle était capable de transformer la fourniture. Mais elle n'a pas non plus défiguré le marché, au sens où les prix sont pas tirés à la hausse par l'ouverture du marché. Les prix sont stables ou tirés un peu à la baisse. Et il y a un cas particulier sur lequel on a beaucoup échangé avec le sénateur Gay, qui sont les cas des comportements aberrants pendant la crise. Pendant la crise, on a trouvé des fournisseurs qui avaient acheté de l'électricité avant crise, donc pas cher, pour la revendre à leurs clients avec une super grosse marge ou pour la revendre sur les marchés en essayant de se débarrasser de leurs clients. Moi, je suis arrivée à la Creux en août 22. En septembre 22, un mois après, j'ai ouvert les premières enquêtes marché de détail de la Creux. Ça a mis 3 ans. On a sanctionné 3 fournisseurs. On a pris 3 sanctions pour 15 millions d'euros en tout. Les 3 sanctions sont publiques. Donc, on est allé au bout. Oui, merci, parce que ça a été beaucoup de boulot et c'était la première fois que c'était fait. Donc, on est prêt à sanctionner les fournisseurs. Et pour l'avenir, on va resserrer la pression sur les fournisseurs, notamment avec un truc qui va arriver dans quelques mois, qui est ce qu'on appelle, je suis désolée, c'est un peu technique, mais ça s'appelle le contrôle prudentiel. C'est-à-dire, en gros, un fournisseur aujourd'hui, il peut vous vendre de l'électricité même s'il ne l'a pas acheté et même s'il ne la produit pas. Donc quand tout va bien, quand le marché est stable, il s'engage à vous vendre de l'électricité pour 2 ans. Il n'a pas son approvisionnement et il se dit dans 2 ans, au fur et à mesure, je l'achèterai sur les marchés. Demain, on va imposer une couverture des risques, comme en assurance, en fait, comme en banque. Quand une banque vous prête de l'argent,
Maintenant, il y a beaucoup de règles qui nécessitent que les banques soient sûres d'être capables de vous fournir l'argent ou de sécuriser les dépôts. Quand vous laissez votre dépôt dans une banque, vous préférez pouvoir retirer l'argent à tout moment. Pour ça, il y a des règles de sécurité. C'est très nouveau, on va mettre en place ça. Et donc un fournisseur ne pourra pas juste dire « j'ai décidé d'être fournisseur », je ne sais pas où j'achète mon électricité, mais je m'engage quand même à vous la vendre. Il sera obligé de démontrer qu'il est capable d'honorer le prix qu'il vous a donné. Et ça, c'est très important parce que les fournisseurs s'engagent à prix fixe ou souvent à des prix avec des évolutions qui sont expliquées avant. Et donc, si un fournisseur s'est engagé à vous vendre à 100 pendant 2 ans, il faudra qu'il nous prouve qu'il est capable de vous vendre à 100 pendant 2 ans et ça évitera les problèmes qu'on a eus. Donc, dans le cadre du marché, on va resserrer la vis pour être sûr que les fournisseurs honorent les offres. Et puis le dernier point, c'est que le contrat le plus important du marché sont les tarifs réglementés de vente. C'est la manière dont EDF vend de façon réglementée son électricité. La CRE les a défendus face à la Commission européenne il y a 3 mois, puisque la Commission européenne posait la question de est-ce qu'on en a vraiment besoin. Nous, on a sorti un rapport pour dire on en a vraiment besoin. C'est des tarifs qui donnent de la visibilité et de la stabilité. Et ils font en gros entre 60 et 80% du marché. Donc les consommateurs sont quand même globalement plutôt bien protégés. Merci. Alors, c'est partagé. Alors, on est sur ces questions de marché, effectivement, c'est le cœur du débat. Mais sur ces questions-là, je vais laisser la parole à Fabrice Coudor parce que la Fédération Mines Énergie de la CGT a lancé le juste prix dans le cadre de son projet qu'elle porte sur le service public de l'énergie, un programme qui s'appelle le programme progressiste de l'énergie, et au travers du juste prix. Et ce juste prix, justement, il part de ce constat d'un coût de marché qui ne devrait pas avoir lieu, effectivement. Et donc, Fabrice, est-ce que, puisque tu insistes souvent sur la nécessité de revenir sur ces questions de service public de l'énergie, en quoi changerait concrètement la facture des ménages ce juste prix qui est revendiqué par la Fédération? Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer et nous porter à connaissance de tout le monde cette question du juste prix qui est portée par la Fédération? Ouais, alors déjà, waouh, on voit que ça va être beaucoup plus simple. Pour l'avenir, je pense qu'on a tous compris que ça allait être encore plus complexifié par ces mécanismes, etc., etc. Je veux juste rebondir sur 2 choses. Vous avez dit, il y avait les tarifs sociaux, on a basculé au chèque énergie, bon, c'est pas parfait. Mais au final, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a basculé de tarifs sociaux à des chèques énergie qui sont financés par les usagers. La crise énergétique, c'est les usagers qui les ont payés. Il y a quand même eu 20 milliards de boucliers. Ah, mais on minimise pas l'effet pour les foyers en situation de précarité énergétique. Mais en revanche, le maire l'avait bien annoncé, c'est bien les usagers qui payent la crise, qui payent l'augmentation. On n'a fait que la lisser et on voit que les effets là, d'augmentation que vous avez cités, j'y viens juste après, c'est vraiment les usagers, vous toutes et tous, nous toutes et tous, qui le payons de plus en plus. Vous avez dit, et on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres, mais on est au moins d'accord sur la tendance, que les factures, elles avaient augmenté de 45%. Bah, vous savez quoi, pas les salaires. Les salaires, ils n'ont pas pris 45%. Alors soit, effectivement, vous êtes pour l'échelle mobile des salaires, ça tombe bien, c'est une revendication de la CGT, donc on prendra ces arguments-là pour les porter à nos patrons. On peut le lacter aujourd'hui. Mais quoi qu'il advienne, non, la concurrence n'a pas fait baisser les prix. Parce qu'on dissocie souvent trop les choses entre une part de la facture où il y a des évolutions tarifaires sur une part de la facture. Nous, on a l'habitude de dire, on l'a dit il y a 2 ans dans les mêmes débats avec l'UFE et l'UNEMIG, la facture originellement c'est 3/4, c'est la part de production, la part d'acheminement, les taxes. Bah là, on vient rajouter un 4e tiers, un parasite, les fournisseurs. Un 4e tiers qu'on n'a pas à financer en fait. Un 4e tiers qui est le marché. Et pour nous, s'il n'y avait pas eu le marché, on n'aurait pas subi la crise de la même manière. C'est certain, on n'aurait pas subi la crise de la même manière parce que pendant 50 ans,
Pendant 50 ans, on était sur une entreprise nationalisée. On n'avait pas un marché. Tout fonctionnait très bien. On avait des tarifs régulés de vente. Tarifs régulés de vente de l'électricité et du gaz, parce qu'on oublie souvent de parler du gaz qui est essentiel et des deux énergies qui ne se substituent pas. On a supprimé le tarif régulé du gaz. Le tarif régulé de vente d'électricité n'a plus vraiment son sens. Et ça fait 25 ans, je le dis, que c'est l'hémorragie. Et non, pour nous, le marché n'amène strictement rien. Et ça, il faut vraiment le dire. Le marché n'amène rien. C'est un parasite économique et on nous fait croire que ça pourrait piloter la technique. Mais je vous assure, Madame Wargon, sur le blackout ibérique, c'est pas le marché qui a redémarré le système espagnol, c'est bien les centrales frontalières, c'est bien les lignes frontalières, c'est la technique qui a tenu le système, c'est pas l'aspect économique. Et ça, il faut quand même se le dire. Alors, juste sur les solutions, et je vais essayer aussi de faire plus court, nous, on est guidés évidemment par l'intérêt général. On est à la fête de l'humanité et c'est important de se le dire. Et quand on parle de biens de première nécessité, puisque c'est bien ça qu'il faut se dire, l'électricité et le gaz, c'est des biens de première nécessité, même si le gouvernement nous les a volés cet été en augmentant la TVA. Ben nous, on se dit qu'il y a un principe simple, on le porte dans notre programme progressiste de l'énergie, c'est des renationalisations, c'est de l'électricité et du gaz, même des nouvelles nationalisations, c'est un contrôle et un cadre public affirmé avec des comités d'utilisateurs qui répondent aux besoins énergétiques et qui ne répondent pas aux besoins du marché, et c'est donc notre juste prix de l'énergie. Et là-dessus, je pense qu'on se rejoint parce qu'on utilise vos chiffres. Le juste prix de l'énergie, pour nous, vous l'avez expliqué, c'est les coûts de filière dans un mix énergétique, le nucléaire, l'hydraulique, le renouvelable. Donc c'est les coûts de filière sur les coûts de production, les investissements nécessaires, le transport via le TURP et la distribution via le TURP, qui est aussi une part de la facture. Et ça, c'est essentiel et on le défend. C'est le plus gros budget industriel dans l'énergie qu'il peut y avoir. Donc c'est nécessaire qu'il y ait une part de TURP. Et c'est les taxes qui nous semblent injustes. Et ben justement, ces taxes, nous, on l'a porté cet été avec Fabien, il faut qu'on les baisse. Il faut qu'on revienne justement, si l'électricité et le gaz sont des biens de première nécessité, il faut commencer par la baisse de la TVA de 20 à 5,5%. C'est la première étape. Donc voilà, 25 ans qu'on se plante, 25 ans que la facture, elle nous montre qu'on se plante, et on est d'accord sur le fait que les factures, elles ont augmenté, qu'il y a une concurrence qui sert à rien, enfin pour nous qui sert à rien, qui ne vient pas alimenter un système et un avenir énergétique, l'avenir énergétique qu'on veut, qui soit écologique, environnemental, qui réponde aux défis de demain sur la consommation, sur les transferts d'usage. Donc en fait, 25 ans qu'on se plante et il est temps de changer les choses. Donc on est vraiment sur ce constat-là et moi j'espère que ce débat, il montre que ça peut être très simplifié, qu'on peut faire de la pédagogie, que vous agissez dans un cadre contraint qu'on ne veut plus entendre en fait. Ce côté, c'est le marché, on y est soumis de manière européenne, nous on ne veut plus l'entendre. L'État stratège doit prendre sa place et agir pour l'intérêt général. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Fabien Gay. On voit qu'effectivement, dans le cœur du débat, le marché de l'énergie, puisque vous avez compris, ils se sont dit les marchés, ça marche partout, ça va marcher dans l'énergie. Bon, le constat, c'est que ça ne fonctionne pas. Vous avez dit à juste titre que la CRE avait sanctionné des fournisseurs alternatifs parce qu'effectivement, ils ont acheté à pas cher, ils ont revendu très, très, très cher. On peut effectivement souligner le travail de la CRE, mais effectivement, quand on voit le montant des sanctions qui ont été données par la CRE, on aurait pu imaginer bien plus parce qu'il y a quand même encore des marges qui ont été restées, ça ne suffisait pas. Mais déjà, il y a des choses qui ont été faites. Donc, on pense notamment à Home Energy qui ont été dans les premiers sanctionnés. Donc, ils ont fait de l'abus, des profits. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Ça ne marche pas, mais vous nous dites, on va mettre encore des nouvelles règles. Alors, Fabien, est-ce que toi, ça te rassure d'entendre qu'il va y avoir de nouvelles règles? C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre encore de nouveaux pansements sur la jambe de bois? Est-ce que toi, ça te convainc ou est-ce qu'effectivement, ça t'amène à d'autres réflexions? Non, mais
on a un désaccord qui est de fond et sur lequel on n'arrivera pas à se mettre d'accord, mais ce n'est pas grave. C'est marché ou monopole. Donc, moi je le redis, je reviens toujours sur l'aspect extrêmement politique. Donc après, ce que je reconnais à Madame la Présidente Wargon, c'est qu'une fois qu'on a tranché ce débat et entre nous, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Après, il y a une volonté, alors qu'il y a eu un choix politique de libéraliser, et vous l'avez vous-même reconnu, et je pense que c'est bien, que ça n'a pas du tout fait baisser les prix, bien au contraire. Et franchement, sur l'innovation, je resterai extrêmement prudent, parce que même dire un peu d'innovation, c'est-à-dire à part changer la couleur de la facture, de la passer de orange à blanche, on n'a pas vu grand-chose. Quand on dit de l'électricité verte, alors qu'on sait très bien qu'on ne peut pas faire la différence dans le neutron, bref, je dis ça parce que, voilà, et j'essaye de rester argument contre argument, mais moi je pense qu'il faut le reconnaître, ça n'a pas fait baisser la facture, loin de là, et l'innovation, il n'y en a pas. Donc, c'est bien que c'est un système qui doit être en monopole. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, c'est des échanges qu'on a eus régulièrement, vous l'avez cité. C'est d'ailleurs, et notamment, mais c'est vos réflexions, mais c'est des réflexions parlementaires. J'ai signé avec Madame Estrosi Sassone, sénatrice LR, un rapport sur les abus d'Arenh, et on avait eu l'occasion d'échanger, et c'était d'ailleurs des recommandations dans le cadre du marché, au moins c'est la question prudentielle. C'est-à-dire, celui qui vous promet de vous vendre de l'électricité, le mieux c'est qu'il ne fasse pas comme pendant la crise, et certains, c'est-à-dire de vous lâcher en race campagne au moment où les prix sont très hauts, de vous dire d'ailleurs, vous envoyez un mail, retournez chez EDF, donc au minimum, c'est à minima. La deuxième question, mais qu'on échange, je pense qu'en protection des consommatrices et des consommateurs, il y a une question, c'est au minimum passer à 3 kW. Parce que, un kW, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, je pense que ça, certains acteurs se disent intéressés par la question. Je pense que nous devrions évidemment progresser. Et puis après, on a un débat politique qui vous dépasse, qui sont, je le redis, des choix politiques. Je vais prendre un exemple, celui dont tu viens de parler, qui a fait une nouvelle fois augmenter la facture d'électricité, puisque sur la TVA sur l'abonnement, on était à 5,5 et on est passé à 20. Alors effectivement, c'est la Commission européenne qui a imposé, il faut être là aussi honnête et donner des arguments concrets, puisque en fait, on est le seul pays où il y a de la taxe sur des taxes. C'est quand même assez incroyable. Donc vous rajoutez de la TVA sur les taxes. Donc déjà, ça c'est assez incroyable. Et donc, il y avait des taxes qui étaient à 20 et l'abonnement était à 5,5. Donc, il y avait une volonté d'harmoniser. Mais là, la France, elle a fait le choix, non pas de baisser toute la TVA à 5,5, elle aurait pu le faire, l'harmoniser par le bas, elle a fait le choix contraire, celui de monter une nouvelle fois à 20. Et enfin, je finis par un argument qui, pour moi, est le plus concret. Lorsqu'il y a eu la crise et que les prix ont flambé, on est passé en août 2022, à votre arrivée, pendant quelques jours, on a atteint même 1 000 € le mégawattheure, qui ne s'appuyait sur rien, pas parce que la production avait augmenté, mais sur l'effet du trading. Au moins peut-on nous mettre d'accord sur cela. Moi, je suis en désaccord avec vous, avec l'ensemble des PDG de l'énergie. Les 20 milliards qui ont été donnés chaque année n'ont pas protégé les consommateurs, ils ont protégé les dividendes des actionnaires. Voilà le réel. Parce que, mais c'est un débat qu'on a eu depuis 3 ans. Écoutez bien, on nous dit, oui, ça a permis en vérité aux énergéticiens de bloquer le prix de la facture. Mais d'abord, je conteste, puisque à l'époque, Bruno Le Maire, permettez-moi d'être un tout petit peu technique, a dit on va caper autour de 280 €. Donc c'était un prix déjà extrêmement haut, même si eu un pic, on n'a pas échangé sur l'année à 280 €. Et donc on leur a donné de l'argent pour qu'ils réduisent votre facture. Mais les mêmes années,
tous les énergéticiens ont eu des dividendes records. C'est ça le réel. Donc, en réalité, on a fait payer la crise aux consommateurs et on a versé des dividendes records avec votre argent, celui des contribuables. Donc, vous voyez bien qu'on est dans un système complètement fou. Donc, j'en reviens toujours. Je pense que le monopole nous protège de ça. Et évidemment, une entreprise publique, elle a une autre volonté, pas celle du profit, mais de répondre aux besoins essentiels des populations et de la société. Le secteur marchand, lui, il ne répond qu'à une chose, son profit. Donc, on aura ce débat et on va le continuer. Je continue à porter un certain nombre de choses. Il y a un projet de loi sur lequel je vous ai consulté pour protéger les usagers et usagères de l'énergie qu'on ne dépose pas dans plusieurs semaines. Il y a celle qu'on a déposée en commun, je me permets de le dire comme ça, même si la CGT n'est pas représentée au Sénat, mais on l'a déposé en commun, celui sur baisser la TVA. Mais je vous le dis, de toute façon, le débat que nous avons aujourd'hui, il va s'imposer, à mon sens, dans la société. Nous sommes déjà majoritaires dans le pays et j'espère que nous trouverons une majorité politique pour le faire adopter. Je vous remercie. Alors, l'heure tourne. Je vais vous relaisser la parole, Madame la Présidente, Madame Wargon. Mais je voulais, parce que l'heure tourne et on arrive proche de la fin de ce débat, et puis comme il y a plein d'autres débats et plein d'autres intervenants, et qu'à la fête de l'UMA, on est très à cheval sur le timing, même si arrivé au samedi, on ne se souvient plus quelle heure il est et quel jour on est, mais enfin, c'est pas grave. Donc, comme je l'évoquais dans mon introduction, les factures explosent pour des millions de foyers. On compte donc, on l'a dit, plus de 13 millions de Français en situation de précarité énergétique. L'État donc a modifié la fiscalité, le marché dérégulé démontre ses limites. Quand il s'envole, l'État il compense avec le bouclier fiscal et il baisse les taxes, les contributions et il distribue des chèques énergie. Donc il prend dans la poche des citoyens pour compenser les effets du marché. Et ensuite, lorsque le marché réaugmente, eh bien là, on réaugmente la TVA pour aller rechercher cet argent. Ça, vous l'avez bien compris, ce système qui s'est passé depuis que le marché s'est envolé. Alors, la facture est-elle seulement un problème de prix ou aussi un problème de justice sociale? Doit-on réformer en priorité les taxes, le marché européen ou le mode de régulation? Comment concilier la transition énergétique avec tous les investissements qu'il y a à faire sur le renouvelable et l'ensemble du réseau et aussi également sur le nucléaire, avec une facture accessible? Est-ce que enfin la facture, qui devrait être un outil assez pédagogique finalement, va changer? Et est-ce qu'enfin on pourra demain savoir chaque euro payé vers où il ira? Est-ce qu'on pourra travailler sur cette question? Bref, il y a beaucoup de questions qui restent évidemment après notre débat, qui restent en suspens. Il y a beaucoup à faire encore. Et à l'écoute de vos interventions, je me dis qu'aujourd'hui on a vraiment bien choisi ce thème parce qu'effectivement c'est le thème « Et si tout partait de la facture ?» et on se rend bien compte qu'à l'écoute de vos interventions, on a bien fait de choisir ce thème. Alors aujourd'hui, est-ce que l'énergie est-elle encore un droit à l'énergie, ou est-ce qu'on est devenu avec une énergie qui est un luxe? C'est une question qui est en suspens et sous forme de conclusion, je vais vous laisser la parole à chacun d'entre vous pour pouvoir apporter vos points de vue. Si vous voulez, évidemment, Madame Wargon, apporter quelques éléments de contradictoire dans le débat sur ce que vous avez entendu. Mais en tout cas, je vous laisse sous forme de conclusion pour qu'on puisse tranquillement, après ce débat, retourner à la fête de l'UMA. Je pense que Fabien Gay l'a bien dit, il y a le cadre dans lequel on est aujourd'hui, et il y a ce qu'on pense de ce cadre, et comment est-ce qu'on pense que ça devrait évoluer. Moi, mon métier aujourd'hui, il est dans un cadre donné, donc je vais commencer par répondre dans le cadre dans lequel on est, puis j'élargirai. Dans le cadre dans lequel on est, on fait beaucoup de choses sur le marché pour essayer de le rendre plus clair, plus transparent, plus compréhensible. On a par ailleurs demandé à tous les fournisseurs de clarifier la manière dont ils présentent leurs offres pour qu'elles puissent être comparables. Que quand on dit c'est une offre à prix fixe, ça veuille vraiment dire prix fixe. Qu'il y ait toujours un calcul indicatif d'une facture annuelle avec les mêmes hypothèses d'un fournisseur à l'autre pour que ça puisse être comparé.
que quand la facture va changer dans l'année et qu'on est en prélèvement, en mensualisation, les mensualités changent le plus vite possible pour ne pas vous laisser avec des mensualités qui ne changent pas et une régularisation en fin d'année monstrueuse. Donc, on travaille sur la manière de présenter tout ça. On travaille aussi sur est-ce qu'on peut simplifier la facture. Et on travaille sur les contraintes qui pèsent sur les fournisseurs. Donc, ça ne fait pas un truc en plus sur les clients. Ça fait un truc en plus sur les fournisseurs. Donc on essaye de prendre le plus au sérieux possible notre rôle de gendarme. On a un marché, il y a en fait une trentaine de fournisseurs privés et après il y a une quarantaine de fournisseurs liés à des entreprises locales de distribution. Donc il y a plutôt une trentaine de fournisseurs privés. Là-dedans, il y en a des gros et il y en a des petits qui sont aussi des fournisseurs type Enercop, l'énergie d'ici, etc., qui sont vraiment des fournisseurs avec un modèle très écologique et très local. Donc, tout ce que nous essayons de faire sur le système actuel, c'est de le rendre le plus clair et le plus compréhensible possible pour que les gens puissent choisir. Et chacun est aussi capable de lire une offre fournisseur. Et nous, on publie beaucoup d'informations aussi sur nos sites internet avec le médiateur de l'énergie. Après, si on dézoome sur le système, moi, sur les taxes, je pense que l'électricité doit être le moins taxée possible. Que l'électricité, c'est l'énergie de la décarbonation, que c'est l'énergie de la transition écologique, que c'est l'énergie dont on a besoin pour lutter contre le changement climatique. Elle est décarbonée à 95%. Que notre sujet, c'est d'aller chercher les énergies fossiles, le pétrole, le fuel, le gaz aussi, mais le gaz peut être remplacé par du biogaz, du biométhane. Donc il faut que les choix fiscaux soient cohérents avec cette vision. Donc oui, je partage le fait que moins on taxe l'électricité, mieux c'est pour les consommateurs et mieux c'est pour le pays. Sur le marché, on n'est effectivement pas d'accord. Moi, je considère que le marché a apporté avec cette concurrence un peu de baisse de prix, un peu d'innovation. Là où on n'est vraiment pas d'accord, et je vais finir par là parce que je vais assumer ça, c'est que c'est pas le marché qui coûte dans la facture. Le marché, c'est-à-dire le fait qu'il y ait différents fournisseurs qui vont chercher de l'électricité sur les marchés de l'électricité, c'est 1 ou 2 euros sur la facture du mégawattheure. C'est extrêmement peu. Sauf en période de crise où tout a planté, il a fallu mettre en place des mécanismes exceptionnels. En période de routine, vous nationalisez tout, la facture ne bougera globalement pas ou très peu en dehors de la partie taxe, qui est une question gouvernementale. Donc, ce n'est pas le marché qui fait la facture. La concurrence, la compétition, le fait qu'il y ait plusieurs fournisseurs, des coûts commerciaux, des coûts d'approvisionnement, des coûts pour aller chercher, c'est un tout petit morceau de la facture. Ce n'est pas un 4e tiers. C'est vraiment très peu. Donc, je vous juste... On ne sera pas forcément d'accord, mais l'électricité, elle a des fondamentaux, elle coûte à produire, que ce soit un seul fournisseur qui la vende ou que ce soit plusieurs fournisseurs. Quand on n'est pas dans un système de crise et d'hypercrise, on arrivera à peu près à la même chose. Donc ce qui fera la différence sur la facture, c'est les investissements pour avoir de l'électricité abondante, c'est les taxes, et puis c'est aussi quand on consomme. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais quand on consomme en heure creuse, ça coûte moins cher. Et alors, c'est là toute la richesse du débat contradictoire, parce qu'effectivement, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, mais j'entends aussi qu'on peut faire bouger les lignes, et y compris vous, sur la question de la TVA. Donc c'est intéressant qu'on puisse se rejoindre sur cette question. Fabien, sous forme de conclusion au débat, hein, parce qu'il va continuer ce débat, mais aujourd'hui et à cet instant, sous forme de conclusion, on a envie de t'entendre. On t'écoute. Oui, merci. En 1 minute. Moi, la question, mais vous le dites bien, marché ou monopole, public ou privé. Vous dites, le marché a fonctionné, mais tout a dysfonctionné au moment de la crise, de l'hypercrise. Bah oui, ça s'appelle le système capitaliste. Et le système capitaliste, cycliquement, il se nourrit de crise. Et oui, quand il y a eu monopole, il n'y a jamais eu de crise. Il y a eu stabilité. Le système capitaliste, vous verrez, le système du marché européen. J'avais le débat avec Bruno Le Maire, 3 ans avant que ça dysfonctionne. Il m'a dit, Monsieur Gay, je ne comprends pas ce que vous me racontez. Le marché européen, c'est formidable. Vous êtes le seul à le critiquer. Ah bon? Et vous voyez, ça permet la stabilité dans le pays et au niveau européen. Ah ben on a vu. Ah on a vu. Dans le système d'hypercrise, comme vous dites. Et au moment où vous avez dû
quand je dis vous, comprenez bien que ce n'est pas vous, votre personne, mettre une pastille sur une jambe de bois. Et on a pu inventer toutes les pastilles sur une jambe de bois. Je l'annonce ici, mais pas parce que je suis un visionnaire. Mais d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'ici peut-être 10 ans, il y aura une nouvelle crise. Parce que le système en aura besoin. C'est ça la question. Donc, la deuxième chose, là aussi avec Bruno Le Maire, en pleine crise, il disait, je me rappelle bien, oui, là c'est la crise, ça va monter. Mais quand ça va descendre, quand ça redeviendra, la facture redescendra. Mais quelqu'un a déjà vu sa facture descendre? Jamais. Quand il y a eu l'hypercrise, donc les prix ont flambé, ou de la fourniture, etc. Et quand ça a commencé à redescendre, y compris sur le marché européen, vous le savez, on a eu des moments où on échangeait, écoutez bien, on échangeait de l'électricité à prix négatif. Regardez comment le système est fou. Vous dites, et je suis d'accord avec vous, l'électricité, ça a un coût de production. Et donc, comment un système peut échanger de l'électricité que vous produisez, vous gaziers électriciens, à prix négatif? C'est complètement dingue. Et au moment où la facture, le marché s'échangeait à prix négatif, le choix politique a été fait, c'est de rehausser toutes les taxes. Donc, vous êtes perdant pendant la crise énergétique et vous êtes perdant à la fin, évidemment, quand on en sort. Donc, on a quand même eu moins 15% en février 2025. Oui, moins 15% sur quoi? Sur les factures? Oui, sur les factures, sur les tarifs réglementés. Mais où? Mais s'il y a quelqu'un ici qui a déjà vu ça, dans peut-être... Non, mais là, je suis assez sérieux. On peut parfois blaguer, et vous le savez, mais j'essaie d'être extrêmement sérieux. Tout le monde a pris sur les 3 dernières années. Moi, je n'ai eu aucune facture. Moi, je suis au tarif réglementé, comme beaucoup ici d'entre nous, et chez EDF, je le défendrai toujours. À la sortie du débat, Madame Vargon, on va aller se connecter sur monedf.fr, là. Depuis le 1er février, le tarif a baissé de 15%. Donc cette année, si vous n'avez pas plus de consommation, bah ça c'est vrai, c'est factuellement vrai. Si vous n'avez pas plus de consommation en volume... Vous avez 1h30 parce qu'on va vérifier les 5 dernières années. Hein. J'ai pas dit que ça avait baissé avant. Je disais juste que ça a baissé en février 2025. Bon, écoutez, on va faire ça tout à l'heure, on va filmer tout ça, mais on vous mettra ça sur les réseaux sociaux, ça sera formidable. Pour finir, donc, moi je pense que pour éviter une nouvelle crise, il faut sortir de ce système rapace et nationaliser tout le secteur énergétique. Merci Fabien. Bon, je crois que vous allez être obligé de rester un peu plus longtemps sur la fête de l'UBA pour vérifier ça. Alors on parlait d'innovation dans le marché, c'est ce que vous avez proposé tout à l'heure, des innovations. Bon, nous on appelle ça complexité, ça c'est pas grave. Fabrice, on va te laisser conclure ce débat et tu vas peut-être nous apporter une innovation et un point d'alternative et en tout cas d'espoir. On t'écoute et tu nous fais la conclusion à ce débat. Ah, vas-y, Fabien. Attends, Fabrice, une chose, ça me revient. Excuse-moi, c'est pas bien ce que je fais. Non. Mais comme on est camarades. Effectivement, le prix a baissé, mais le choix politique qui a été fait du gouvernement, c'est de rehausser l'assise. Donc nos factures, non mais parce que ça turlupine, excusez-moi, mais bien sûr. Donc mais si. Je vais y venir. Bon, bref, on va y revenir. Ils ont remonté l'assise, donc la facture n'a pas évidemment baissé. Voilà, maintenant je m'érige en régulateur du débat. Donc ouais, c'est bon. Bon, ils vont discuter ensemble finalement. Ouais. C'est bien. On va vous laisser. Vous voulez un café? C'est bon? Ouais. Alors Fabrice, on t'écoute. Juste avant de vous remercier, alors oui, estimez-vous heureux, il y aurait eu une baisse de 15% après l'augmentation des 45% sur les 2 dernières années. Non, franchement, j'ai été honnête. Je vous ai dit au début, ça a fait plus 45% en 10 ans. Donc je vous ai dit au début, je sais, ça a augmenté, c'est significatif. Fabien Gay disait, ça ne baisse jamais.
Et il se trouve que ça a baissé au 1er février 2025. Et c'est à l'intérieur de cette augmentation globale. Donc je ne minimise pas, je ne dis pas que ça n'a pas monté, parce que c'est vrai. Je ne dis pas que ce n'est pas important et que ce n'est pas difficile pour les Français, parce que c'est difficile. Donc je ne suis pas en train de nier la réalité. Mais ça a beaucoup monté et ça a baissé de 15%, TTC, au 1er février 2025, les tarifs réglementés. Et avec cette baisse, ça fait plus 45%. En 10 ans. Ça, c'est les faits. Après, on peut les qualifier, on peut trouver que c'est énorme, on peut trouver que la baisse est insuffisante, on peut vouloir un autre système, c'est parfaitement légitime. Ça, c'est juste les faits. On vous a entendu, très bien, merci. Fabrice, pour la conclusion. Donc, on l'a compris, on n'est pas sur les mêmes positions, mais c'est normal, on est à la fête de l'humain, on est là pour débattre. Pour nous, vous l'avez bien compris, le marché, c'est une arnaque, ça nous conduit à plein d'aberrations en sortie de crise. Et on voyait partout sur les grandes chaînes hashtag mettons pull parce qu'il fallait réduire le chauffage. Avant l'été, il y avait des prix négatifs, comme disait Fabien, et on nous disait il faut consommer. Bon, les prix négatifs, je crois que personne ici a eu une facture négative d'électricité ou de gaz. Donc en fait, l'explication autour du marché, pour nous, c'est une arnaque. Moi, je vous remercie, Madame Wargon, d'être ici quand même pour pouvoir débattre de manière un petit peu transparente quand même, un peu plus que la facture en tout cas, transparente entre nous. Merci aussi à Fabien, mais ça, j'ai aucun doute sur le soutien de Fabien dans nos démarches, et il est toujours présent aux côtés des électriciens et gaziers. Pour nous, je veux conclure là-dessus et vous faire une proposition. La facture, ça doit être un outil de justice sociale et un outil pour rendre chaque usager acteur de l'avenir énergétique, acteur du système énergétique. Et il est temps de faire changer les choses. Je le rappelle, je l'ai dit au début, les électriciens et gaziers, ils sont en lutte en ce moment. Ils sont dans une lutte dure depuis le 2 septembre. La semaine prochaine, je vous garantis, on va durcir le ton. Cette lutte, elle est sur les salaires, l'abrogation de la réforme des retraites, évidemment, parce que ça passe toujours pas. L'augmentation des salaires et la baisse des factures. Et pour nous, c'est compatible et juste. Cet été, comme Fabien l'a dit, on a co-construit une proposition de loi que Fabien a déposée pour nous avec le groupe CRCE au Sénat. Pour nous, c'est une première étape. Mais là, à la fête de l'UMA, on est sur une fête militante, on est militant, donc on va vous faire une proposition. Hier, j'ai déposé au nom de la FNME-CGT une pétition sur le site du Sénat, une pétition qui, si elle atteint 100 000 signataires, autant dire rien du tout quand on est à la fête de l'UMA, si elle atteint 100 000 signataires, la proposition de loi de Fabien Gay et du groupe CRCE qu'on a co-construit ensemble sera obligée d'être examinée en séance publique au Sénat. On va vous diffuser partout cette petite affiche. On va faire des flyers. Il y a tous les camarades de la FNME qui vont se déployer. Allez flasher le code. Allez sur le site, signez. Faites-moi péter les serveurs du Sénat. Il faut vraiment qu'on dépasse ces 100 000 signatures parce que ça peut amener déjà une première solution. Et comme vous aviez dit, Madame Wargon, que vous étiez d'accord, j'espère que vous serez dans les premiers signataires. Mais retenez une chose, les camarades. Nous pouvons changer les choses. On n'est pas là pour subir. Et l'énergie, elle est entre nos mains. Alors vive la lutte, vive la fête de l'humanité.